Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine. Cécile Brelot est à mes côtés pour ce dernier numéro. Bonjour Cécile, Bonjour ça va ? Sarah, très bien, merci. Notre invité du jour est un journaliste, présentateur, joker de Pascal Praud, l'homme des week-ends de CNews. Tant de titres pour qualifier cette figure montante de la chaîne. Croyez-moi, on va en entendre parler ces prochaines années. Elliott Deval, bonjour. Bonjour, c'est un beau portrait, merci. Exhaustif, j'espère. Alors, tous les samedis, vendredi, samedi et dimanche, vous présentez l'heure des pros, à la fois le matin et le soir. Vous présentez aussi les face-à-face avec Philippe Devilliers, Mathieu Bock-Côté le samedi et puis un face-à-face le dimanche. On a calculé avec Cécile, en tout ça fait 6 rendez-vous. Quasiment 6 heures de direct. Ça va vous tenir le coup ? Vous n'êtes pas trop surmené en cette quasi fin de saison ? Alors c'est même un peu plus, parce qu'en fait il y a 8 émissions dans le week-end. Ah, 8 on a mal compté alors. Il y a 8 émissions dans le week-end, parce que l'heure des pros c'est le matin et le soir. C'est dense, mais c'est absolument passionnant. Et le fait d'avoir différents formats fait que on n'est jamais déçu, ou on s'ennuie jamais du moins. Et alors, comment s'articulent vos semaines ? Parce que on pose toujours cette question quand on reçoit des présentateurs, des journalistes qui travaillent le week-end. À quoi ressemble votre quotidien, votre semaine ? Déjà, j'ai fait une croix sur les soirées le week-end, bien évidemment, les dîners avec les amis. Ça, c'est fini, vous n'avez plus de vie sociale, donc. Elle est un peu limitée, mais plus sérieusement, on commence déjà à travailler, par exemple, face à Philippe Devilliers. Je pense cette émission 7 jours sur 7. Ah bon ? On s'appelle régulièrement. On travaille sur les thématiques, on parle de tout et de rien. Et c'est à travers les échanges qu'on a par téléphone qu'on peut aussi avoir des idées de thématiques. Et nous, notre organisation pour les autres émissions, ça commence dès jeudi. On planche sur des sujets qu'on va prévoir, qu'on va anticiper. Mais la force de l'heure des pros, par exemple, le week-end, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne, c'est qu'on peut jongler sur les thématiques, bousculer complètement notre programme. Si une information peut tomber, même une information qui tombe 5 minutes avant le début de l'émission, ça peut faire une ouverture. Donc ce rythme vous convient, vous ne... Mais bien sûr, je suis très heureux de faire ça. Ouais. Je suis redevable de cette... Je sais que j'ai la chance d'être autant présent sur cette chaîne, et je suis très heureux d'y être. Et on va en parler dans l'interview du Buzz TV, parce que vous réalisez de très belles audiences aussi sur la chaîne CNews, ça on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui je suis contente parce que je vous vois de manière décontractée, je pense que c'est les téléspectateurs aussi. Vous voulez dire que j'ai pas de cravate ? Ah oui, vous n'avez pas de cravate ni de chemise. Mais alors, sachez que je ne dors pas avec une cravate ni avec une chemise, et que parfois je mets des t-shirts. Ouais, vous n'êtes pas toujours tiré à 4 épingles. Exactement. Bon, nous allons poursuivre cet entretien avec Elliott Deval, figure montante de CNews. Tout d'abord, les news médias de Cécile Brelot. Cécile, on commence CNews avec Vianney qui n'a pas caché son mécontentement sur les réseaux sociaux. Exactement, donc c'était hier après-midi, juste après une conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan, retransmise sur les chaînes d'information. En continu, donc ce dernier qui s'appelle Olivier Janson s'est exprimé dans les médias pour l'affaire Kenji Girac. Donc je rappelle les faits. Lundi, le chanteur a été blessé par balle dans les Landes, à Biscarrosse plus précisément, après avoir simulé un suicide. Le procureur n'a pas été avare en détail, révélant au passage que le chanteur était fortement alcoolisé au moment des faits, que, je cite, cette addiction naissante était fortement à générer de grandes tensions avec sa compagne. Et c'est pour toutes ces raisons que Vianney, son ami, a décidé de le défendre sur Twitter, en expliquant que le procureur multicasquette pourrait peut-être recevoir des fleurs de la part de la presse People. Ah ouais. Elliott, ça vous a choqué aussi que la vie du chanteur soit disséquée hier ? Je ne sais pas si vous avez suivi cette conférence de presse qui a duré quasiment 2 heures. Ça vous a choqué qu'on parle de l'alcool, de la drogue, des problèmes conjugaux avec sa compagne ? Étant donné qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire, c'est vrai que c'était assez surprenant d'avoir un procureur se mettant en scène et donnant tous ces détails-là. Et j'ai trouvé que la réaction de Vianney était assez drôle et finalement très pertinente. Et c'est à l'image du personnage, qui est un homme brillant, délicat, qui a souvent été attaqué, notamment pour ses amitiés. J'ai trouvé ça particulièrement injuste. Particulièrement injuste. Et c'est un homme qui est apprécié. Je crois qu'il est dans le top 5 des personnalités préférées des Français. Du JDD, tout à fait. Pourquoi pas l'ouverture des Jeux Olympiques Vianney, tiens.
C'est une bonne idée, ça. On parle beaucoup d'Aya Nakamura, Mais bien sûr, et aussi, allais. tant mieux. Et pour reparler de la médiatisation autour de l'affaire Kenji, est-ce qu'on n'en fait pas trop autour de ça? On voit des directs, des partout, beaucoup sur BFM TV, votre chaîne concurrente. Est-ce qu'on avait fait ces critiques au moment de l'affaire Palmade? Est-ce que... comment vous réagissez face à cette surmédiatisation de l'affaire? C'est très particulier parce que je crois que les téléspectateurs, que les Français peuvent être intéressés. C'est une personnalité publique appréciée. Kenji, c'est un artiste évidemment connu. En revanche, je ne vois pas le sens que ça a d'aller dans l'intimité de la personne, surtout quand une personne est en grande difficulté. Et ce côté voyeuriste me dérange. Et moi, je sais que, par exemple, ce week-end, si je dois donner une information concrète, factuelle, je la donnerai. En revanche, faire des suppositions, aller creuser dans son passé, voir ses difficultés, ses troubles, eh ben, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Voilà. Vous allez en parler ce week-end? Eh bien, justement, c'est ce que je vous dis. S'il y a une suite vous savez pas dans l'affaire, s'il y a une suite dans l'affaire, s'il y a un élément très concret de procédure, par exemple, je donnerai l'information. D'accord ? Mais de passer 1 heure à parler de Kenji Girac, je ne le ferai pas. Autour, je vais vous donner un autre exemple qui m'avait vraiment marqué. C'est l'affaire Émile. L'affaire Émile, c'est une affaire qui passionne les Français parce que c'est une affaire dramatique. C'est un gamin qui est disparu pendant 8 mois et demi et il s'avère qu'un week-end, il y a des ossements qui sont retrouvés. Vous avez, libre à chacun de le faire, hein, bien évidemment, mais vous avez certains qui ont fait des éditions spéciales pendant 8 à 10 heures sur une information qui tombe à midi et de midi à 20 heures, aucune information nouvelle. Et vous avez une famille qui est désœuvrée et qui a communiqué avec une vraie pudeur en disant voilà, laissez-nous dans notre deuil. Ben moi, je le respecte. Voilà. Cécile, on poursuit ces infos médias avec Pascal Praud, quelqu'un que vous connaissez bien, cher Elliot. Pascal qui? Praud, qui a été contraint de s'arrêter en pleine interview sur CNews. Oui, c'était mercredi. Le journaliste de l'Heure des Pros a été contraint d'interrompre son entretien avec la tête de liste de Reconquête, Marion Maréchal, qui représentera pour les européennes. Leurs échanges étaient minutés en raison de l'équité de temps de parole, une situation qui a agacé Pascal Praud. Le lendemain, le journaliste s'est interrogé sur l'utilité de cet impératif en temps de campagne, en se demandant, par exemple, vous pensez que ça va faire changer avec une voix, a-t-il ajouté, en regrettant de ne pas pouvoir plus longuement s'entretenir avec cette politique. Ouais, alors ça y est, les chaînes ont sorti leur sablier depuis lundi pour compter le temps de parole des hommes politiques, hommes et femmes politiques, et le temps de parole de Philippe de Villiers est également décompté sur CNews. Ça, c'était une décision de l'Arcom qui a été prise il y a quelques mois parmi les divers droites. Avez-vous compris cette décision quand elle a été prise à l'époque? Non, puisqu'il n'est plus dans la vie politique, puisqu'il ne soutient aucun parti. Puisque dans cette émission, et je suis certain qu'on va y revenir dans un instant, on peut parler d'actualité politique, mais on parle aussi d'histoire, on parle de musique, on parle de culture. Et c'est un homme, en fait, à qui on doit donner la parole, parce qu'il a eu il a eu 7 vies, Philippe de Villiers, et pas qu'une vie politique. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de l'écouter. Mais non, moi je suis incapable, vous savez, je vais vous dire un secret, je suis incapable de savoir pour qui il va voter aux européennes. Incapable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et d'ailleurs, l'Arcom, je crois, l'été dernier, lui avait donné la possibilité de faire cette émission sans que son temps de parole soit décompté. Je pense que ce qui dérange, on est entre nous. Oui, personne ne nous écoute. C'est bon, c'est que ça marche. Donc ça pose problème. Ça dérange, selon vous. Et vous pensez que le fichage des invités, des chroniqueurs, qui est envisagé par le Conseil de l'État de manière générale, hors élection, c'est applicable? Absurde. Absurde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comment vous allez déterminer le courant de pensée, la couleur politique d'un avocat, d'un historien, d'un sociologue, d'un essayiste? Ce sont des gens qui peuvent avoir des positions parfois conservatrices sur le régalien et puis plus sociales sur les questions de pouvoir d'achat, d'emploi. Donc c'est absurde. Et depuis quand on doit ficher des gens qui ne sont pas encartés? Donc, que les responsables politiques soient décomptés, avec parfois des difficultés, c'est vrai, parce que c'est à la seconde près, mais il faut le respecter. De toute façon, il faut toujours être légaliste. Jamais hors la loi. Mais pas les chroniqueurs. Mais les chroniqueurs, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'en fait, l'Arcom l'a bien compris. Et que, ils sont en train de revenir dessus, là. Ouais, bien sûr. Des choses, je pense fort à eux, parce que ça ne doit pas être facile.
Ça doit pas être facile. On termine ces infos avec le chiffre du jour, c'est le 7. Exactement, donc c'est pour 7 minutes de discours d'ouverture de Walidia à l'occasion des Flammes 2024. Donc pour débuter la cérémonie qui récompense les artistes de musique urbaine, l'humoriste n'est pas allé de main morte avec l'actuel ministre de la Culture Rachida Dati. Soulagé même de son absence, Walidia a estimé que la politique était trop vue en ce moment et en a profité pour lancer un appel aux médias de rap en leur demandant d'arrêter la politique qui, selon lui, a fait partie du cartel de Sarkozy et maintenant a rejoint le Macron Gang. En somme, il ne faudrait pas lui faire confiance. Ça vous étonne, ce coup d'éclat signé de l'humoriste qui officie sur France Inter, hein? Mais je pense qu'en fait, depuis bien longtemps, Walidia n'est plus humoriste, mais militant. Et donc, qu'il a oublié une chose, c'est de faire rire les gens. Et malheureusement, c'est un peu triste. Vous pensez qu'on ne peut pas être les deux ? On pourrait, bien sûr, mais il faut garder les deux casquettes, il faut avoir un certain équilibre, bien sûr. C'est-à-dire que dans l'humour, il peut y avoir évidemment une pensée politique. Mais si on n'est que militant et si on n'a que cette boussole-là, lorsque on est humoriste, on s'y perd un peu, je crois. Oui. Alors vous n'êtes pas militant. Enfin, en tout cas, vous ne vous présentez pas comme ça, Elliot Non, Deval. encore heureux, je suis journaliste. Vous êtes journaliste et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Elliot Deval, vous êtes donc à la tête de l'heure des pros le week-end, donc dès ce soir, hein, dans quelques heures. C'est ça. Mais aussi face à Philippe de Villiers et face à Mathieu Bock-Côté le samedi. Alors comment qualifieriez-vous le ton de vos émissions ? C'est une émission libre, ouverte, transparente, intéressée et intéressante, avec des invités au parcours, aux idées, parfois complètement opposées, et qui se retrouvent autour d'une table pour apporter, alimenter le débat, se poser des questions face à des actualités qui touchent tous les Français. Et donc on va se confronter au réel et on va essayer de comprendre et de parfois tenter de trouver des solutions à ça. Voilà. Sarah le disait tout à l'heure, c'est un succès d'audience. Par exemple, je vais vous donner quelques chiffres. Pendant les vacances de Noël, les scores étaient très bons. Rebelote en février avec un double record historique, même le week-end du 24-25 février. Ah oui. Donc, ils ont dû sortir le champagne ce week-end-là. Hein, parce que Alors, je vais vous dire... jusqu'à 800 000 le soir, 4% de part d'audience, record historique, oui. Alors, très honnêtement, l'actualité, elle est tellement lourde que je ne suis pas sûr qu'on se célèbre les audiences. On est redevable des téléspectateurs qui nous font de plus en plus confiance. Moi, je suis très heureux de ça. C'est d'ailleurs frappant parce qu'on a créé avec les téléspectateurs, et c'est assez perturbant, une sorte de lien quasi amical, c'est-à-dire qu'ils vous interpellent dans la rue comme s'ils interpellaient un copain qu'ils n'avaient pas vu. Dans la rue, Elliot ? Eh ben, ils nous disent merci, ils nous disent qu'ils nous regardent régulièrement. Ce matin, tiens, très près, ce matin, je vais pour venir chez vous et un riverain s'arrête, il me dit « Je vous regarde souvent, j'aime beaucoup Pascal, j'aime beaucoup Julien Pascal qui est officier le soir. » Et il commence à me parler de Philippe Guibert en me disant qu'il n'est pas forcément d'accord avec ses positions, mais qu'il aime son ton, qu'il aime le débat qu'il peut y avoir avec une autre chroniqueuse comme Charlotte Dornelas. Voilà. Et vous, comment vous expliquez ce succès d'audience qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que vous pensez que c'est aussi parce qu'il y a le style pro qui... Le style pro, c'est-à-dire que vous voulez que je... Non, pas, en tout cas le ton. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aussi c'est quelque chose qui infuse dans ces émissions et que les téléspectateurs aiment ? Je pense que les téléspectateurs décodent tout et que la transparence fait qu'ils se sentent en confiance et ils ont l'impression de participer en quelque sorte au débat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir aux téléspectateurs. Et quand vous mentez, la distance que vous créez avec le téléspectateur fait que très rapidement, il raccroche, il change de chaîne. Nous, on a un temps d'écoute qui est très important parce que voilà, c'est ça, c'est la transparence, le plaisir d'échanger, le plaisir de débattre. Et puis, il y a une autre chose qui est vraiment un fait marquant, c'est qu'on traite de sujets qui étaient mis sous le tapis pendant des années. Et pourtant, c'est des sujets qui touchent le quotidien des Français. Et ce réel-là fait que les gens restent. Ouais, et très bon score aussi pour Face à Philippe de Villiers, le vendredi soir, qui est codiffusé sur Europe 1. En un an, donc l'émission fait des bonds de 50-60%. Enfin, c'est colossal. C'est une petite fierté, ça, parce que d'autant que cette personnalité, on vient d'en parler, elle ne laisse pas insensible. Elle laisse dans un sens ou dans un autre. Moi, je dirais même que c'est
je suis à CNews dans ce groupe depuis 7 ans et je pense que c'est la plus belle réussite dans laquelle j'ai pu travailler, sur laquelle j'ai pu travailler. Ah oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est 1 heure, parfois c'est un ovni dans une chaîne d'information où je vous disais, on parle de musique, on parle de culture, on revient sur les temps forts de notre histoire. C'est une sorte de shoot de culture française et ça redonne en quelque sorte un peu d'esprit et d'espoir. Et au fond, c'est un homme qui, je le disais, a eu 40 ans d'expérience dans la vie politique, qui, je pense, a été trop souvent raillé, trop souvent caricaturé, et les téléspectateurs découvrent, et pas redécouvrent, découvrent une personne qui n'était pas présentée comme telle auparavant. Et il est sans note, hein. Il n'a pas une fiche. Ah C'est-à-dire ouais. que pendant 1 heure, sans note, rien, et il nous parle de la vie politique avec ce qui s'était passé auparavant, et toujours une vision sur l'avenir. Et ça, c'est extraordinaire. Sinon, on dit aussi que vous êtes le protégé de Pascal Praud. Donc déjà, est-ce que cette légende urbaine est vraie? Et sinon, quelle relation est-ce que vous entretenez avec lui? Le protégé de Pascal Praud, c'est une légende urbaine. En revanche, je ne sais pas ce que ça veut dire, le protégé de Pascal Praud. Bah, il vous fait monter. Il Ah, paraît que dans les oui. couloirs, il dit Et dans que les vous êtes couloirs, comme il, du dit, mentorat. il me porte dans les couloirs. D'accord. Non, plus C'est sérieusement, imagé. j'ai travaillé. J'ai commencé à l'époque d'ailleurs, c'était en 2016. J'ai commencé avec lui et ensuite on a travaillé pendant 7 ans ensemble. C'est-à-dire que j'étais son chef d'édition, donc il y a évidemment un lien qui s'est créé. Et je sais que Pascal est très attentif à la progression que je pourrais avoir. Mais il est attentif à tout le monde dans cette rédaction. En fait, c'est une rédaction assez familiale où des liens très forts se tissent entre les journalistes plus expérimentés ou moins expérimentés. Mais j'ai une relation de confiance avec Pascal, comme je peux avoir une relation de confiance avec Laurence Ferrari, comme je peux avoir une relation de confiance avec Sonia, avec les rédacteurs en chef, etc. Et vous vous voyez à l'extérieur avec Pascal Praud? Vous partez en vacances ensemble? Je ne On sais part pas. en vacances, pas encore, non. Ah, pas encore. On n'est jamais Ça ne serait parti en bien. vacances, mais malheureusement, il a un emploi du temps très chargé. Il a peu de temps pour lui, mais il m'est déjà arrivé, par exemple, de dîner avec lui, si vous voulez tout savoir. Voilà. Parfait. Et est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? Avec Pascal Praud? Ouais. La toute première fois que vous l'avez vu. Je me souviens de mon premier jour dans ce groupe. C'était le 4 janvier 2016. Mais je ne me souviens pas de ma première discussion avec lui. Mais c'était janvier 2016, 4 janvier, j'intègre en tant que stagiaire le service des sports à l'époque d'ITélé. C'était un service avec des journalistes brillants, dont Pascal Praud. Et le soir, il y avait une émission qui s'appelait L'heure des pros. Et je pense qu'en fait, c'est là où je l'ai rencontré. Mais je ne me souviens plus de la première discussion. Non. Ouais. Vous faites des éditos très engagés, vous employez trouvez souvent des mots forts, Lesquels ensauvagement de la société. Ouais. Vous êtes parfois assez sévère avec Emmanuel Macron, Ah. moins avec Gabriel Attal. Qu'est-il allé faire dans cette galère, par exemple? Vous avez pu le dire la semaine dernière. Est-ce que ça a été facile de s'engager pour vous, de donner votre point de vue? Je crois que notre métier nous amène non pas à s'engager, mais à avoir la curiosité d'aller vers l'information et de dire aussi, c'est marrant que vous me parliez de cet édito de dimanche, qui n'est pas forcément un édito engagé, c'est-à-dire que factuellement, qu'est-ce que je dis? Je dis que Gabriel Attal, de plus en plus de Français sont insatisfaits de son bilan après 100 jours, qu'il a perdu 14 points en l'espace de 3 mois, c'est quasiment du jamais vu. Et il y a 2 grilles de lecture, et d'ailleurs je ne m'engage pas dans ces... J'en propose 2. Il y en a une, il est responsable parce qu'il est hyper communicant, il est présent partout et nulle part, ou alors, c'est pas rue de Varennes, le pauvre, ça fait 100 jours qu'il est là. Il y en a un qui est à l'Élysée depuis 7 ans. Il est peut-être un peu plus responsable que son Premier ministre. Alors je reformule, c'est plutôt, disons, ce que vous dites. Oui. Sur une chaîne CNews, qui est aussi connue pour être une chaîne d'opinion, est-ce que vous avez peur qu'on vous catalogue? Absolument pas. Parce que ce n'est pas une chaîne d'opinion sans S. Il y a des opinions. Et c'est une chaîne d'information, avec du débat. Donc je suis très serein avec ça. Je pense que ceux qui caricaturent la chaîne sont très peu attentifs à ce qu'on fait réellement. Ils ne regardent vraiment pas beaucoup les émissions. Et ce n'est pas du tout l'avis qui est partagé par les Français. En revanche, je vous le répète, c'est la transparence. C'est le fait de, quand il y a un sujet qui nous choque, c'est de le dire. Quand il y a un sujet qui nous plaît, c'est de le dire. Quand on est heureux, on le dit également, etc. etc. Et à ce sujet, justement, on recevait hier sur ce plateau Agustin Galliana, comédien dans la série Clem sur TF1 notamment. Il avait une question à vous poser, Elliot. Je propose de regarder et bien sûr d'y répondre ensuite.
Est-ce que c'est pas difficile et compliqué de travailler dans une chaîne où vous donnez que votre opinion et pas avoir des moments où vous avez rien à dire? Ouais, en d'autres termes, est-ce que vous avez un avis sur tout, Elliot Deval? Est-ce qu'il y a des sujets où non, vous n'avez pas d'avis, quoi? Bah, par exemple, j'ai pas d'avis sur ce monsieur parce que je ne le connaissais pas avant cette séquence. Ouais. C'est un premier point. Et ensuite, Non, mais sur les non, mais sur je sa plaisante, question, en tout cas. je plaisante bien évidemment. D'ailleurs, je le remercie parce que visiblement, il nous regarde. Oui, Donc, il vous suit. merci de nous suivre, cher ami. Et plus sérieusement, mais c'est le propre de notre métier, c'est quoi? C'est d'être curieux, c'est d'aller vers tous les sujets possibles, mais c'est de travailler sur ces sujets-là. Moi, je travaille pendant des heures. Parfois, des sujets que vous ne connaissez pas. Bah, vous et sur des plongez sujets. dedans, Non, et puis... mais attendez, sur des sujets que je ne connais pas, je ne m'avance pas. D'accord? Et sur les sujets que je connais, je ne m'avance pas non plus. En revanche, vous pouvez apporter une couleur, une idée, c'est tout. Mais je n'ai pas un avis arrêté. Ça, c'est. Un sujet Pas qui vrai. avait fait parler, c'était à Noël, c'est le feuilleton média, votre altercation avec Jean-Michel Apathy Le sur- Grinch. Ah oui. par Twitter. Ah bah, ouais. voilà. Le pape Au de moins, la vous- bien-pensance. Persistez. Exactement, c'est ça. Vous l'aviez qualifié du pape de la bien-pensance. Comment vous avez vécu cette passe d'armes à un moment où on se dit, bon, ces chamailleries, c'était vraiment un petit feuilleton médiatique pour... Mais moi, j'ai été surpris, vous savez pourquoi? Parce Non, mais que, dites-moi. parce que, en fait, il s'était moqué d'un conte de Noël. On était en période de Noël. C'est une période festive, heureuse pour les Français. Et Philippe de Villiers avait fait un conte qui avait été relayé. On n'avait jamais reçu autant de messages. C'était une séquence absolument merveilleuse dans cette émission. Ça avait été vu plus de 700, 800 000 fois en l'espace de 24 heures sur les réseaux sociaux. Et il fallait qu'il y ait un homme qui se moque de Philippe de Villiers et qui s'attaque à Noël. Donc, je me suis permis de lui répondre. Je le fais très rarement. Je me suis permis de lui répondre en lui souhaitant un joyeux Noël, en lui expliquant que c'était une fête qui rassemblait les Français. Je pense, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que Jean-Michel Apathy, lui aussi, fête Noël. Et qu'il y a des moments où, quand on a des ondes positives, il faut éviter de gâcher la fête. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone après. Bah Donc, alors, c'est la petite anecdote que je peux vous raconter. Je l'ai eu au téléphone juste après, quelques jours après, en lui souhaitant un joyeux Noël. Donc, il n'était pas très content parce qu'il disait que j'avais été très dur dans cet édito. Je lui avais rappelé, parce qu'il avait la mémoire courte, ce qu'il avait pu dire dans son tweet. Et c'est vrai qu'on a... Et ça s'est bien terminé? Vous êtes parti Alors, bon copain bon de copain, ce coup de fil? Bon copain. Pour tout vous dire, j'ai été surpris de la manière dont il présentait son métier, dont il réfléchissait et il pensait son métier. Je vais le garder pour moi, mais j'ai trouvé ça plutôt inquiétant. Mais en revanche, parce que je suis quelqu'un de positif, j'invite Jean-Michel Apathy à mon prochain dîner de Noël l'année prochaine. Donc, Ah, c'est je lui pas dis, vrai. Jean-Michel, Ah ouais, ouais. Jean-Michel, cessons ces chamailleries. Vous êtes le bienvenu chez moi pour dîner à Noël. Je vous ferai un petit cadeau. Il y a un petit sapin juste à côté. Vous êtes le bienvenu. Ah bah ça c'est un scoop que vous nous avez réservé, Elliot. On vous remercie. Bon, j'aimerais qu'on finisse cette interview sur un petit portrait, une interview portrait, question rapide, réponse rapide, c'est l'interview portrait ou Wikipédia. Voilà, vous l'appelez comme vous le souhaitez, parce que j'ai cherché, il n'y a pas de page wiki encore sur vous. Non. Bon, elle sera peut-être faite après cette émission. Allez, rapidement, date et lieu de naissance, cher Elliot. 22 août 92 à Paris 12e. Où avez-vous grandi? À Paris, mais aussi un peu dans le sud-est. Vrai Parisien. Des frères et sœurs? Un frère, pénaliste. Quel métier brillantissime. vouliez-vous faire enfant? Je voulais être journaliste. Je rêvais de faire ça. Vous regardiez quoi à la télé? Est-ce que vous regardiez la télé? Adolescent, vous voulez dire? Oui. J'ai grandi avec Canal. Après, adolescent, j'adorais. Mais vraiment, je regardais. J'étais un fan de Touche pas à mon poste. Époque France 4 déjà. Et après, les émissions de débat aussi, les informations. J'étais assez attentif à la télé. Vous nous disiez que votre premier stage était sur iTélé. Et Oui. donc c'est comme ça que vous avez continué sur CNews. Exactement. Je suis un enfant du groupe. Et j'ai jamais quitté ce groupe-là. Et je suis redevable de tout ce qu'ils m'ont apporté. Et c'est vrai que, en fait, j'ai une relation filiale à CNews. Oui, ça se sent. Et un modèle dans le métier, est-ce que vous en avez un, Elliot? Un modèle dans le métier. Homme, femme, journaliste, Non, mais il y en a plein. Et, en fait, producteur. non, mais je vais vous dire, il y a plein de journalistes que je trouve brillantissimes, d'entrepreneurs que je trouve brillantissimes.
ceux avec qui je travaille, honnêtement, mais vraiment c'est sans flagornerie, ceux avec qui je travaille sont... j'aime l'écriture de Sonia Mabrouk, j'aime la force éditoriale de Pascal, la force de jongler avec les actualités, le ton qu'il met dans ses émissions. J'aime la direction, la manière dont dirige un homme comme Serge Nedjar, qui est le directeur général de CNews, qui a créé ça. Et puis à côté, par exemple, j'adore le ton de Truchot et Marchal. Je les adore. Sur BFM TV. Sur BFM, ils sont extraordinaires. Benjamin Duhamel est un très bon intervieweur. Ouais. Cyril Hanouna est exceptionnel, talentueux dans son émission. Voilà. Donc, il y en a plein. Vous ne quitterez jamais CNews, comme Pascal Praud, par exemple? Écoutez, je vais éviter C'est ce qu'il a dit, oui. de dire, mais moi, je n'y ai jamais... Franchement, depuis 7 ans, je pense que... Non, j'ai pas envie de quitter ce groupe. Je suis bien dans ce groupe. Il est extraordinaire. Il y a tout à faire. Et en plus, c'est une maison où il y a le Journal du Dimanche, il y a Europe 1. C'est une grande famille. C'est une famille qui Vous avez précisé ce groupe, mais pas cette chaîne. Mais CNews, évidemment. Évidemment, non, jamais CNews. Et côté famille, parce qu'il y a toujours la rubrique vie privée dans Wikipédia. Marié, des enfants. Eh bien, j'ai ni enfant ni femme. Ni femme, et ben voilà. Et vous avez une nièce, vous aviez fait un joli message. Nos lecteurs sur le Figaro avaient beaucoup apprécié cette séquence. Je vous remercie, Elliott Deval. Merci, c'était vraiment un plaisir. Alors là, il faut rappeler toutes vos émissions. Il va me falloir tout le Buzz TV pour le refaire. Donc l'heure des pros, c'est tout à l'heure. Oui. Il y a aussi Face à Philippe de Villiers, Face à Mathieu Bock-Côté demain. Et puis Face à Face, le dimanche soir. Et c'est tout, j'ai rien oublié. Exactement, avec Gilles-William Goldnadel et Julien Drey. Mais restez sur CNews, en fait. Pas besoin de faire les émissions. Restez chez nous. Merci en tous les cas de nous suivre. Merci Cécile. Merci, Sarah. Très bon week-end et à lundi.